Bienvenue sur Agora, soyez prêts à vivre une expérience hors du commun, car dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous vous révélerons un secret étrange concernant la mission vers la face cachée de la Lune par les astronautes d'Apollo 11. Embarquez dès maintenant pour un voyage interstellaire passionnant. Et n'oubliez pas que toutes les sources utilisées dans cette vidéo sont disponibles dans la description. Êtes-vous prêts pour cette aventure intergalactique? Alors en route! L'aventure spatiale ultime, plongée dans l'histoire épique d'Apollo 11 et des premiers pas de l'homme sur la Lune. La mission Apollo 11 a été lancée avec 3 astronautes à bord. Deux d'entre eux ont fait l'historique, premier pas sur la surface lunaire, tandis que des millions de personnes suivaient leur progression à la télévision. L'objectif principal de la mission était de réaliser un atterrissage lunaire avec équipage, en réponse à l'objectif national fixé par le président John F. Kennedy le 25 mai 1961. Les membres de l'équipage d'Apollo 11 étaient des astronautes expérimentés qui avaient déjà effectué des missions dans l'espace. Neil Armstrong était le commandant de la mission, déjà pilote de Gemini. Buzz Aldrin, quant à lui, était le pilote du module lunaire et le premier astronaute titulaire d'un doctorat à voler dans l'espace, après avoir piloté Gemini 12 et effectué une sortie dans l'espace de 140 minutes. Enfin, Michael Collins était le pilote du module de commande ayant piloté Gemini 10 et réalisé une sortie dans l'espace de près de 1,5 heures. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins ont commencé leur voyage le 16 juillet 1969 à bord de la fusée Saturn V. 3 heures après le lancement, l'étage supérieur de la fusée les a propulsés hors de l'orbite terrestre en direction de la Lune. Ils sont arrivés le 19 juillet après 3 jours de voyage et se sont placés dans une orbite lunaire initiale de 111 par 306 km. Une deuxième combustion du moteur a ensuite abaissé leur orbite par 113 km. Toutefois, avant le lancement, les planificateurs de mission de la NASA ont passé 2 ans à étudier la surface lunaire pour trouver le meilleur endroit pour l'atterrissage historique. Ils ont examiné des photographies haute résolution, des programmes Lunar Orbiter et Surveyor, évaluant les caractéristiques de chaque site d'atterrissage potentiel, tels que les cratères, les rochers, les falaises et les collines, ainsi que les exigences en carburant et en temps pour l'atterrissage des astronautes. Le lancement d'Apollo 11 a eu lieu à 9h32 heure de l'Est depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Pendant le vol, l'équipage a réalisé 2 émissions télévisées depuis l'intérieur du vaisseau et une troisième lorsqu'il se rapprochait de la Lune, révélant ainsi la surface lunaire et la trajectoire d'approche prévue. Le 20 juillet, Armstrong et Aldrin se sont dirigés vers la surface lunaire à bord du module lunaire surnommé Eagle, se séparant du module de service de commandement appelé Columbia. Le module lunaire a atterri sur la mer de la Tranquillité de la Lune à 4h17 heure de l'Est. Armstrong a informé Houston avec les mots historiques: Houston, ici la base de la Tranquillité. Eagle a atterri. Pendant les 2 premières heures sur la Lune, Armstrong et Aldrin sont restés dans le module pour vérifier tous les systèmes, le configurer pour son séjour sur la Lune et prendre un repas. En consultation avec la NASA, ils ont décidé de sauter leur repos prévu de 4 heures et ont choisi de sortir et d'explorer la surface de la Lune à la place. Une caméra vidéo installée à l'intérieur de Eagle a fourni une couverture en direct alors qu'Armstrong descendait une échelle à 11h56 le 20 juillet 1969 et prononçait les mots: c'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Aldrin a suivi 20 minutes plus tard, tandis qu'Armstrong prenait des images de sa descente. Armstrong avait la responsabilité de documenter l'atterrissage, de sorte que la plupart des images prises de la mission Apollo 11 étaient Aldrin. Sur la surface, les astronautes ont réalisé plusieurs expériences, ont recueilli des échantillons de sol et de roches lunaires pour les ramener à la maison, ont érigé un drapeau des États-Unis et prélevé des échantillons de carottes dans la croûte. Ils se sont entretenus avec le président américain Richard Nixon, dont la voix a été transmise depuis la Maison Blanche, et ont placé une plaque sur le sol qui disait: c'est ici que des hommes de la planète Terre ont posé le pied sur la Lune pour la première fois en juillet 1969 après Jésus-Christ. Nous sommes venus en paix pour toute l'humanité. Ils ont également déposé des médaillons commémoratifs avec les noms de plusieurs astronautes et cosmonautes qui avaient péri en vol et à l'entraînement, y compris l'équipage d'Apollo 11 et le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Ils ont également laissé un disque de silicium de 1,5 pouces avec des messages de bonne volonté de 73 pays et les noms des dirigeants du Congrès et de la NASA. Armstrong a passé un peu plus de 2,5 heures à l'extérieur d'Eagle. Les astronautes ont parcouru environ 3300 pieds, soit environ 1 km en se promenant, voyageant jusqu'à 200 pieds, soit environ 60 mètres du module, pour visiter un grand cratère. Ils ont recueilli 47,51 lb, ce qui correspond à 21,55 kg d'échantillons lunaires environ, et ont rapporté que la mobilité sur la Lune était plus facile que prévu. À 1h54, après avoir passé un total de 21h5 sur la Lune, le module lunaire est retourné où Collins attendait dans le Columbia. Ils sont ensuite rentrés chez eux, et ainsi, les hommes avaient atteint l'objectif national fixé par le président John F. Kennedy. Cette mission, Apollo 11, a été largement célébrée lors de son 50e anniversaire en 2019. La monnaie des États-Unis
États-Unis a eu même à faire des pièces spéciales pour l'événement. Découvrez le parcours de vie après Apollo 11 pour Armstrong, Aldrin et Collins. À l'âge de 82 ans, Neil Armstrong est décédé le 25 août 2012 des suites de complications après des interventions cardiovasculaires. Un service commémoratif public a eu lieu le 13 septembre à la cathédrale nationale de Washington et il a été enterré en mer le lendemain. Peu après son décès en août 2012, son épouse Carol a découvert des souvenirs provenant directement de la Lune, rangés dans des placards de leur maison à Cincinnati, Ohio. Elle a fait don de ces objets au Musée national de l'air et de l'espace, selon les curateurs du musée Margaret Weitkamp et Alex Spencer. Après un examen minutieux de ces objets, dont une caméra 16 mm, des câbles, des attaches de sécurité, une lentille et des outils, les experts du musée ont confirmé qu'ils provenaient bien du module lunaire Eagle qui s'était posé sur la mer de la Tranquillité en juillet 1969 avec à bord Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Pour une raison quelconque, Neil Armstrong avait apparemment gardé le sac secret pendant plus de 4 décennies. Même interrogé à ce sujet par son biographe autorisé, il n'avait jamais mentionné ces artefacts historiques qui étaient cachés dans son placard. Il est important de préciser que le sac n'était pas quelque chose qu'Armstrong avait ramené de la Lune. Armstrong avait mentionné le sac à main au pilote du module de commande, Michael Collins, lorsqu'il effectuait le transfert d'un vaisseau à l'autre. Ce n'est qu'un tas de déchets que nous voulons récupérer des pièces LM, des chances et des fins, l'avait-il déclaré. Après la mission, Collins a appelé Mission Control pour noter l'emplacement du sac à main et son poids pour le voyage de retour. On ne sait pas comment le sac à main est arrivé entre les mains d'Armstrong après la mission, mais il était courant que les astronautes gardaient de petits souvenirs usagés de leur capsule. En septembre 2012, un mois après la mort d'Armstrong, le président Barack Obama a promulgué un projet de loi confirmant que les astronautes de Mercury, Gemini et Apollo avaient un droit légal sur leurs souvenirs. En plus du sac à main Mac Divitt, la famille a également offert une vaste collection d'objets personnels et de souvenirs d'Armstrong. Deux des artefacts, la caméra de données et l'attache de taille, ont été exposés au Musée national de l'air et de l'espace dans le cadre d'une nouvelle exposition. Par ailleurs, à son retour sur Terre, après le voyage historique à bord d'Apollo 11, Buzz Aldrin éprouve des difficultés à répondre à la question qui lui est posée partout pendant des mois. Comment était-ce sur la Lune? Il a décrit sa première impression de la Lune comme une magnifique désolation. Plus tard, il a réalisé qu'il n'avait aucune réflexion profonde à partager avec le public sur cette expérience qui a changé sa vie. En tournée avec Neil Armstrong et Michael Collins, il a ressenti une profonde fatigue et un sentiment de manque après ses voyages pour la NASA. Malheureusement, il commença à se sentir utilisé comme une simple figure publicitaire avec des tournées et des discours déjà prévus. Et en cherchant à donner un nouveau sens à sa vie, il se lança dans plusieurs activités, notamment en rejoignant le conseil d'administration d'une compagnie d'assurance et en organisant une conférence pour les jeunes sur leur opinion politique. Mais ses engagements ne parvinrent pas à combler son sentiment d'insatisfaction ou d'échec. Après avoir servi pendant près de 20 ans dans l'Air Force puis 7 ans à la NASA, il se sentit perdu, sans but ni vocation. La dépression s'installa et il se mit à boire davantage, mettant même son mariage en danger en cherchant du réconfort auprès d'une autre femme. Il révéla publiquement ses difficultés dans un article courageux intitulé Odyssée troublée, la saga de Buzz Aldrin, moment difficile d'un héros. Cette confession peu commune pour une personnalité publique, surtout étant un homme ayant un passé militaire prestigieux, lui valut des lettres d'encouragement touchantes. Il décida alors de s'impliquer dans le conseil d'administration de la National Association for Mental Health, NAMH, et signa un contrat de publication avec Random House. Son livre Return to Earth, publié en octobre 1973, fut un tournant pour lui. Il y raconta ses infidélités, ce qui entraîna non seulement son départ de la compagnie d'assurance, mais aussi des tensions dans son mariage et finalement un divorce peu de temps après le décès de son père. Bien qu'il soit devenu président national de la NAMH, il lutta toujours avec ses problèmes d'alcool, ce qui rendait difficile pour lui de remplir ses engagements. Sa vie personnelle et professionnelle était en pleine tourmente et il cherchait encore un sens à donner à sa vie. Cependant, il a trouvé un nouveau but: aider les alcooliques en voie de guérison, contribuer en permanence au programme spatial américain et devenir un symbole de l'ère de l'exploration spatiale. Michael Collins, membre d'Apollo 11, est décédé à l'âge de 90 ans des suites d'un cancer. Né en 1930, Collins était un pilote d'essai de l'armée américaine et avait accumulé de nombreuses heures de vol dans l'espace lors des missions Gemini dans les années 1960. Bien qu'il soit le seul membre de l'équipage d'Apollo 11 à ne pas avoir marché sur la Lune, il n'a gardé aucune amertume. Après le retour triomphal sur Terre, il a quitté rapidement la NASA pour mener une riche carrière publique. Il a été nommé secrétaire d'État adjoint aux affaires publiques par le président Richard Nixon, puis a dirigé la construction du musée de l'air de Washington en étant le président de 1971 à 1978. Il est ensuite devenu consultant et a décrit des ouvrages liés à l'aventure spatiale. Les sentiments cachés de Michael Collins pendant la mission Apollo 11, une terreur secrète. Pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin descendaient vers la surface lunaire à bord du module d'atterrissage d'Apollo 11, Michael Collins débutait son propre périple. Pendant les 21 heures qui ont suivi, l'astronaute
astronaute pionnier, désormais décédé, continuait d'orbiter autour de la Lune, plus éloigné de l'humanité que quiconque auparavant. Son rôle essentiel dans la mission Apollo 11 ne faisait aucun doute, car les autres astronautes ne pouvaient pas revenir sur Terre sans lui. Cependant, il admettra plus tard qu'il n'avait pas le meilleur siège dans la maison. Lorsque son module de commande disparaissait derrière la face cachée de la Lune, il se retrouvait complètement isolé, privé de toute communication avec la Terre, à plus de 300 000 km de chez lui. Il a décrit cette solitude en écrivant « Je suis seul maintenant, vraiment seul, et absolument isolé de toute vie commune. Pendant ces moments, il était le seul être humain du côté éloigné de la Lune, tandis que de l'autre côté, il y avait 3 milliards de personnes. De chez lui, Mission Control a noté: jamais depuis Adam, un humain n'a connu une solitude semblable à celle que Mike Collins endure pendant ses 47 minutes de chaque révolution lunaire, quand il est derrière la Lune, sans personne à qui parler, sauf son magnétophone. Alors que Neil Armstrong proclamait un pas de géant pour l'humanité, Collins attendait dans le module de commande en orbite à 100 km au-dessus de la surface lunaire. Là, il s'inquiétait du sort de ses coéquipiers et se demandait s'il pourrait revenir vers lui. Le plan initial prévoyait que si Armstrong et Aldrin s'écrasaient ou ne pouvaient pas quitter la surface lunaire, Collins devrait retourner seul sur Terre. Une déclaration d'urgence préparée par le président Richard Nixon ne mentionnait pas Collins, car elle était destinée à être lue si le pire se produisait. Collins avait une terreur secrète, celle d'être blâmé pour un désastre potentiel. Il redoutait d'être celui qui les laisserait mourir sur la Lune, provoquant ainsi une terrible catastrophe nationale. De retour sur Terre, il a appris qu'il avait été qualifié de l'homme le plus seul de l'histoire par la presse, une étiquette qu'il trouvait difficile à comprendre et qu'il trouvait même ridicule. Pendant son temps seul en orbite lunaire, il a ressenti une gamme d'émotions, de la conscience à l'anticipation, en passant par la satisfaction et la confiance. Malgré l'inquiétude qu'il éprouvait pour Armstrong et Aldrin, il a avoué qu'il ne s'était jamais senti seul. Lorsque le module lunaire est revenu à la vue et s'est approché du module de commande, il a pris une photo célèbre des deux engins avec la planète Terre en arrière-plan. Cependant, il a souligné que rien ne pouvait capturer pleinement la vraie beauté de ce moment unique. Cela ne brille pas comme la vraie chose, a-t-il déclaré, faisant allusion au fait que la photographie ne pouvait pas rendre pleinement justice à l'expérience vécue en personne. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo captivante. Un grand merci à vous d'avoir patienté tout au long de cette aventure. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Si notre contenu vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Montrez-nous votre soutien en laissant un pouce levé. Encore une fois, un immense merci à vous pour votre disponibilité pour nos vidéos. Nous sommes impatients de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles découvertes et aventures palpitantes dans l'univers d'Agora.